Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un détecteur particulier. Donc pour ceux qui ont vu mes vidéos sur les détecteurs, pour l'instant il n'y en a que deux. Tout ce que vous devez savoir sur les détecteurs, vous inquiétez pas, la suite arrive. Bon, il se trouve que, comme j'ai dit dans ces vidéos-là, j'ai été marchand et que j'ai eu la possibilité d'utiliser énormément de matériel. Et quand j'ai arrêté, j'ai gardé quelques appareils. Et là, je vous fais une petite présentation de cet appareil, qui est totalement différent des autres. Donc c'est Jerry Tyndall qui a conçu cet appareil, et plusieurs d'ailleurs. Malheureusement, il est décédé aujourd'hui, ça a été repris par quelqu'un d'autre, puis repris une troisième fois, et apparemment là, la société apparemment aurait été dissoute. Bon, je sais pas. Je sais pas ce qui va être l'avenir de cette marque. C'est un détecteur qui est relativement connu par les Américains pour chasser des reliques de guerre de sécession, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est un détecteur qui offre de très bonnes performances en profondeur, entre autres. Mais il a aussi d'autres particularités. Alors, on parle d'appareils je pourrais pas vous dire l'année exacte, mais 27-30 ans. 27 à 30 ans à peu près. Hein. Mais attention, vous pouvez aligner les meilleurs détecteurs à côté, hein, sans problème. Et je parle bien des derniers modèles les plus chers et les plus puissants. Alors déjà, la configuration d'origine, c'est monté sur cette canne-là, normalement. C'est-à-dire que le boîtier, il est maintenu par-dessous, sur cette canne en alu, là. Voilà. Sauf que, bon, bah, ça pèse sur l'avant-bras, donc la meilleure solution, ça a été de le déporter sur l'arrière et changer la canne. Ce qui explique des choses. Grosso modo, le fonctionnement de l'appareil. Alors ça, c'est un disque de, je sais plus combien il fait, 10 pouces. C'est un 10 pouces. Particularité, c'est un concentrique. Donc vous avez bien un bobinage interne, un bobinage externe. Mais pas que. En fait, il y a deux bobinages externes, deux bobinages internes. Et on peut compter les fils d'ailleurs. C'est pour ça qu'il avait été démonté. Mais que je vais le remonter. Je possède également le plus gros de la gamme qui est le 15 pouces. Qui est relativement énorme. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à la table. C'est aussi un concentrique, sur le même principe. Alors, il existe 4 modèles de disques. 6, 8, 10 et 15 pouces. Ça, c'est le plus gros. Maintenant, il est démonté et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, l'alimentation de l'appareil se fait normalement par-dessous. Je vous montrerai une photo. Ici, vous avez 4 porte-piles. Il faut savoir qu'elles fonctionnent par deux. Deux sont montées en série et elles sont montées en parallèle aux deux autres. Donc en fait l'appareil travaille sur 18 volts. Pour commencer, les 18 volts, oula, ça commence à faire beaucoup. Ensuite, sur l'arrière, qui est tout sale, vous avez un bouton on-off ici, pour la mise en route on-off, d'accord. Ici vous avez un bouton avec Ground Reject et discrimination. Et ici, No Motion, discrimination, c'est-à-dire statique à discrimination. Ici, vous avez une prise pour la charge, mais on ne s'en sert pas. La prise des écouteurs en stéréo, obligatoirement en stéréo. Et ici, normalement, un bouton de réinitialisation. Mais comme l'appareil a été modifié, le bouton de réinitialisation se retrouve maintenant sur la poignée. C'est-à-dire que j'ai déporté tout le système. Et je l'ai monté sur une canne droite avec une poignée. Et maintenant, le bouton de réinitialisation se trouve ici. Pourquoi il y a un bouton de réinitialisation? C'est pour réaccorder l'appareil si jamais il y avait une dérive.
puisque je vais vous montrer les fonctions. Alors cet appareil, il a des fonctionnalités bien spécifiques, mais qui sont des spécificités géniales pour l'époque. Et je comprends pas qu'il y ait aucune marque qui ait repris ce système. Je vous explique. Vous l'avez allumé avec l'interrupteur sur le côté, ok. Après, il va falloir faire un réglage du signal balance. Ça se passe sur la face avant, je vous montrerai tout à l'heure. C'est quoi? C'est qu'on va accorder le disque parfaitement, manuellement. Donc, je veux dire que c'est un appareil qui n'est pas fait pour les débutants. Il faut être aguerri quand même à la détection pour arriver à à en tirer le meilleur. Mais quand on arrive à en tirer le meilleur, je vous montrerai des tests. Vous allez voir, c'est assez ahurissant comme appareil. Donc c'est un gros avantage de pouvoir accorder le disque à l'électronique. Seulement, il y a des dérives dues à la température principalement. Donc si vous le sortez de chez vous et puis que vous faites un réglage tout de suite en partant, dites-vous bien que dans les 10 minutes qui vont suivre, de toute façon l'électronique va chauffer un peu, il va falloir refaire le réglage et qu'il faudra le revérifier assez régulièrement pendant votre sortie en fait. Donc ça se passe à l'avant, ça se règle en 1 minute, c'est pas compliqué. Je vous montrerai. Nous avons ici un threshold, c'est-à-dire que c'est un appareil qui travaille avec un seuil sonore audible. Très important le seuil sonore audible parce que on entend ce qui se passe dans le sol, grosso modo, avec les appareils à seuil sonore audible. À côté, vous avez la puissance. Et la puissance, elle va de 6 à 44. C'est pas des chiffres pour rien, c'est le voltage qu'on envoie dans le disque. Et on va bien de 6 volts à 44 volts dans le disque. Ce qui est énorme par rapport aux appareils modernes. Ça s'appelle Transmit Power. Au-dessus, vous avez sensibilité et sensibilité. 2 boutons de sensibilité. Vous allez me dire pourquoi il y en a 2. Eh bien tout simplement parce que vous avez 2 détecteurs en un, en fait. Ici, vous avez la sensibilité pour le tout métaux, et ici vous avez la sensibilité pour la discrimination. Et l'appareil a 2 tons. Un ton en 240 Hz et un ton en 950 Hz, je crois. Donc il est conseillé de mettre la sensibilité des ferreux sur 3 et la sensibilité des non-ferreux sur 9. Ça c'est le réglage d'usine, on va dire. Mais qui est très bien. Et alors, au niveau du son, comment ça se passe? Et c'est là aussi une grosse particularité, c'est que vous êtes obligé de travailler avec un casque stéréo, puisque dans ce casque stéréo, sur une oreille, vous allez avoir les sons des ferreux, et sur l'autre oreille, vous allez avoir les sons qui sont des sons aigus, des bips bien précis, bien clairs, aigus, et vous les aurez sur l'autre oreille. Et alors ça, c'est génialissime, parce qu'on s'y fait en 3 minutes, c'est bon. Le cerveau, il a vite compris, et vous allez entendre tous les ferreux, ou pas d'ailleurs, parce qu'il suffit de baisser carrément la discrimination, la sensibilité des ferreux sur 1, vous allez très peu entendre les ferreux, vous allez les chercher beaucoup moins loin bien sûr, mais c'est qu'en plus, si vous utilisez un casque avec réglage de volume, ce qui est fortement conseillé, vous allez pouvoir baisser le volume des ferreux avec le casque. Donc vous allez entendre régulièrement tout ça, ce sont des ferreux, et quand vous aurez ça veut dire que il y a un objet métallique, donc il va le signer en ferreux avec un son grave et aussitôt, en même temps presque, avec un son aigu. Et cet écart qu'il y a entre ces 2 tons va vous renseigner sur énormément de choses. Si c'est un gros ferreux rouillé par exemple, les tonalités vont être plus traînantes et plus écartées. Le son du grave sera plus écarté du son de l'aigu dans le temps. Alors que si c'est quasiment en même temps, vous êtes sûr que c'est une bonne cible. Enfin bon, après c'est des particularités qu'il faut apprendre sur le terrain en s'en servant. C'est une habitude après. Vous avez bien sûr un bouton de discrimination, qui est un potard démultiplié. C'est-à-dire que, je sais pas combien il fait de tours, je me souviens plus. C'est un potard unique qui est à l'intérieur, en un tour, mais sur le bouton, alors ça va de 0 à 100. La discrimination est excellente, je vous montrerai ça. C'est faramineux la discrimination qu'il peut avoir, et la précision de la discrimination.
On peut couper une grosse paire de pinces et prendre 1 centime d'euro qui sont en fer cuivré simplement, hein, et on détecte 1 centime d'euro alors qu'on coupe une grosse paire de pinces. Il n'y a aucun problème. C'est assez génialissime cette discrimination qu'il peut avoir. Et vous avez un ground balance, donc les effets de sol. Vous voyez un peu à l'époque, c'était hyper hyper chiadé, on va dire. Hein. Pour l'époque, il y avait que ces appareils-là qui offraient ces possibilités. Et d'ailleurs, ils ont toujours été les seuls. Donc il y a une discrete qui va de 0 à 100, pareil. Vous voyez, le potentiomètre est démultiplié. Là, je suis à 0. Ça fait quoi? Ça fait un tour à peu près. 2 tours. 3. Ouais, on est sur au moins 4 tours. 4 tours de potentiomètre en haut, mais à l'intérieur, ce sont des engrenages. Et dessous, le potentiomètre, il fait qu'un tour. Alors, le ground balance, voilà. Donc, suivant la minéralisation, il faut faire un pompage, hein, comme sur beaucoup de détecteurs, un pompage au sol. Sauf que là, il ne se recale pas automatiquement. Suivant le son que vous avez, vous allez mettre plus ou moins. Voilà. Et puis, si jamais il y a une dérive en passant sur une grosse cible ou en cognant le disque ou autre, il suffit juste de remettre le disque en l'air, d'appuyer sur le bouton en haut, Retune, c'est un reset en fait, hein. Tac tac, et il se recale sur le réglage que vous avez mis, automatiquement. Maintenant, pour la mise en route, la première chose à faire, il va falloir régler le signal balance. Et le signal balance, ça se passe de l'autre côté. Donc vous voyez, il y a des boutons quand même. Hein. C'est pas un turn and go, il va falloir l'apprendre, le détecteur. Donc vous avez un interrupteur auto-tune, on ou off, donc il va falloir le mettre avec l'interrupteur qui est au milieu ici. Alors sur ce modèle-là, vous allez comprendre pourquoi il est mal placé, parce que en fait le boîtier, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il se trouve normalement sur la canne. Donc le bouton, vous y avez accès. Et ça s'appelle Search Loop Balance. Donc on va faire une recherche du signal balance. Donc si on veut le faire, il va falloir le mettre sur On. Et là, on va pouvoir faire le réglage du disque par rapport à l'électronique de l'appareil. Et l'autotune qui est ici, il va falloir le régler sur Autotune. Et puis après, on va commencer à bouger ce potentiomètre-là jusqu'à un point où il n'y a pas de son. Dès qu'on va tourner à gauche, il va y avoir un son. Dès qu'on va tourner à droite, il y aura un son. On va essayer de se caler à peu près au milieu. Et puis on va peaufiner le réglage avec celui de l'autre côté. Et on va faire pareil. Entre le moment où il y a du son et le moment où il n'y a pas de son, on va essayer de se caler pile au milieu. Après, on va faire un reset avec le bouton du haut, là. On appuie un coup, reset. Et on recommence. On affine avec le gauche. Et après, on peaufine avec le droite. On fait un retune et ainsi de suite. Jusqu'à être le plus précis possible. Où il n'y a pas de son. Après, on va ajuster son threshold. Donc celui-ci, on va l'ajuster le plus fin possible à l'entendre, en léger son, très léger, juste audible. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir jouer sur la puissance en passant de 6 volts à 44 volts. Mais je peux vous dire que déjà à 6 volts, il envoie du lourd. Hein. Donc ça va être suivant le terrain. Plus il sera minéralisé, moins il faudra monter parce qu'autrement vous allez couper les cibles. Parce qu'il va prendre tellement profond qu'il va prendre un gros volume de terre, un gros volume de minéralisation. Et comme vous avez forcément mis de la discrimination, vous allez discriminer le sol et les objets qui s'y trouvent. Mais ça, c'est ce que je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos où je vous parle du principe de détecteur, tout ce qu'il faut savoir sur les détecteurs. Donc vous pouvez vous reporter à ces vidéos-là. Pour l'instant, il y en a 2, mais il y en aura au moins 5, je pense, peut-être plus, où tout est expliqué, où tout sera expliqué. Et c'est valable, bien sûr, pour tous les appareils. Hein. Bien sûr, tous les appareils utilisent le même principe, puisque nous sommes sur des appareils VLF, et non à induction pulsée. Qu'est-ce que je peux en dire d'autre? Il y a plein de choses à en dire. Que c'est un super appareil, que voilà, enfin bon, voilà pourquoi je l'ai conservé. Voilà, donc là il va passer au nettoyage. Et puis, pourquoi
j'ai retiré les porte-piles, les portes 4 piles, parce que des piles de 9 volts, 4 à la fois, ça fait cher les recharges. Enfin les recharges, non, parce que les piles rechargeables de 9 volts, elles ont très très peu de capacité. Donc ça dure vraiment pas longtemps et la tension est pas bonne. Donc il y a une autre solution, c'est de le démonter. Voilà. Donc là j'ai supprimé, vous voyez, j'ai tout siliconé les trous, j'ai tout bouché. Donc il n'y a plus rien qui passe à travers, bien sûr. J'ai mis un scotch de l'autre côté, puis là c'est du silicone aquarium translucide. C'est totalement étanche, ça va passer à travers. Donc tout le boîtier est étanche là. Mais bon, j'ai conservé les trous, j'aurais pu remettre une plaque, hein. Mais voilà, si on veut le remonter d'origine, c'est possible. Il va falloir que je change le support que j'avais mis aussi, parce que ça va pas aller avec mes nouveaux porte-piles. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous allons passer sur des accus. Voilà. Donc nous allons passer sur un porte-accu. C'est un porte 5 accus, donc ça n'existe pas, donc c'est des 3 plus 2. Pourquoi? Parce que je vais l'alimenter avec des batteries. Et les batteries seront des... Donc c'est un porte-pile pour batteries rechargeables, des 18650 qui vont faire 3 ampères. Donc elles sont toutes montées en série. Il va falloir que je les monte en série, bien sûr. Donc plus, moins, plus, moins, plus, moins, pour avoir 18, je sais plus combien, ça va faire 18,4 volts, je crois. Quelque chose comme ça. Et puis bien sûr, ça va être monté dessous, comme ça. Il n'y aura plus qu'à mettre les 5 accus rechargeables, qui vont durer plus de 2 fois plus longtemps par rapport aux piles 9 volts. Presque 3 fois plus longtemps. Donc il est donné pour 20 heures avec les piles de 9 volts. Donc là, on peut espérer de toute façon 40 heures de prospection. Ce qui est déjà énorme. Bon, après, il suffit de retirer les piles, de les mettre dans un chargeur, et puis voilà. Donc, la modif, ça sera ça. C'est pour ça qu'il est démonté. Puis alors, regardez l'électronique. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Alors, il y a quand même du monde, hein. Mais on est sur de l'électronique ancienne génération. Il n'y a aucun CMS là-dedans. Aucun micro-composant de surface. C'est déjà des petits éléments, hein, les résistances, tout ça, c'est des petits modèles. Mais on n'est pas encore rendu sur les platines d'aujourd'hui où on peut rien toucher, quoi. Là, on peut encore changer des condensateurs, changer des résistances. Les processeurs, il n'y en a pas 36. Voilà. Donc on est sur de la platine bien construite, fiable en plus. Ce sont des appareils qui sont très fiables. Et puis pourquoi je vous fais cette vidéo? Ben, vous allez voir. Voilà, et bien tout simplement, aujourd'hui, je viens de recevoir son petit frère. Donc j'ai cassé ma tirelire pour en acheter un deuxième. Des appareils qui sont extrêmement rares à trouver. J'avais un ami qui en avait un, et malheureusement il ne peut plus s'en servir. Et il m'a vendu le sien, voilà. Alors lui, c'est une version légèrement plus moderne que le mien, puisque lui, d'origine, il a le bouton retune ici, sur la poignée. Ce sont des cannes de White, hein. Je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est des cannes d'origine, ce sont des cannes de White. Monsieur Tyndall prenait des cannes White pour monter ses détecteurs. Voilà, tout simplement. Alors, il y a quelques petites variantes. Le disque est beaucoup plus fin et plus léger, mais plus fragile. Donc ça, c'est pas un bien, par contre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben, le bouton que j'avais là au milieu, SLB, pour régler le cherche loop balance. Eh ben là, on peut plus le mettre là. Donc sur ce modèle-là, il se trouve à l'arrière. Ici. SLB, il se trouve ici. À la place justement du poussoir rotune. Autrement on-off pareil, prise de charge pareil, prise casque stéréo pareil,
Et puis mode discret avec rejet des effets de sol, donc c'est le mode dynamique on va dire. Et puis no motion, mode statique à discret de l'autre côté. Autrement, bah c'est pareil, on a les mêmes potards, tout est à l'identique. Alors bah, je vais tester les deux, donc même modif pour celui-ci. J'ai monté 2 packs comme ça bien sûr. Et puis pareil, je viens de supprimer tous les supports piles à l'arrière. Voilà. Nous ne sommes pas sur la même carte électronique. Elle est légèrement différente. D'ailleurs, celle-ci, la mienne est marquée DMC 2B et celle-ci est marquée 2BA. Parce qu'il faut savoir que dans la marque, il y a eu plusieurs modèles. Alors, je pourrais pas tous vous les énumérer, mais il y a eu le DMC tout court, le DMC 2, le DMC 2B, donc le mien là, le DMC 2BA, c'est-à-dire que c'est la même platine que celui-ci, mais celui-ci c'est bien un DMC 2B aussi. Sauf que le 2BA, lui, il avait un réglage du signal balance du disque automatique. Il n'y avait pas besoin de s'embêter avec les deux potentiomètres à l'avant. Ça se réglait automatiquement. Et puis, il n'y avait plus de bouton de sensibilité sur la discrete, ni sur les ferreux. On enlevait les deux boutons du milieu. Vous régliez simplement le threshold, la puissance, la discrimination et le rejet d'effet de sol. C'est tout. Et un poussoir pour recaler. Et normalement, tout se recalait. Bon, les connaisseurs qui en ont possédé plusieurs et qui ont racheté les derniers modèles à chaque fois, se sont aperçus que les DMC 2B, donc le modèle d'avant comme j'ai là, était un petit poil mieux parce qu'on arrivait à affiner mieux les réglages de sensibilité sur le fer ou sur le non ferreux. Alors que sur le 2BA, BA automatique, on ne pouvait pas le faire. Donc les puristes préfèrent le 2B au 2BA. Mais les deux vont très bien, attention. Hein. Les deux vont très bien. À la limite, le 2BA est conseillé pour les plutôt débutants. Et puis le 2B est conseillé pour les personnes plus aguerries qui vont faire des réglages. À noter que sur le mien, j'avais changé aussi les potentiomètres de réglage. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, les potentiomètres ici et les potentiomètres ici sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes boutons. Et ces potentiomètres là, c'est des vieux potentiomètres à piste graphite. Mais qui étaient ouverts, qui prenaient la poussière et tout, et les miens, j'arrivais du mal à régler bien le signal balance. Donc j'ai acheté des potentiomètres Sermé, qui sont fermés, eux, qui prennent pas la poussière à rien, qui sont beaucoup plus précis. Et rien que le fait d'avoir changé les potards, j'avais gagné 2 à 3 cm. Parce que j'arrivais à caler le disque beaucoup mieux. Donc sûrement que je vais refaire pareil sur celui-ci. Bon là, ils ont besoin tous les deux d'un gros décrassage. Donc c'est ce que je vais faire, un gros lavage, parce que là ils en ont besoin. Et puis on va faire les modifs d'alimentation sur les deux. Et puis les disques, eh ben il va falloir que je remonte le mien. Et puis je vais vous montrer le disque du nouveau. Alors le disque du nouveau, eh bien il avait un trou ici et il était fêlé. Voilà. Alors là, et puis là, il était fêlé tout le long. Je pense pas que... Alain, je pense pas que tu avais vu qu'il y avait une fêlure. Tout le long ici. Enfin bon, là, je mettrai un petit bout de vidéo là pour te montrer. Et puis là, tu vois, j'ai refait du plastique. Alors c'est pas joli encore. Hein. Il est en train de durcir. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait fondre du plastique identique, le même, dans du xylène. Je l'ai fait fondre et puis là c'est quasiment fondu. Ça met longtemps à fondre mais on arrive à en faire une colle. Puis après j'ouvre le bocal où j'ai fait le mélange, je laisse évaporer le xylène et il reste une colle de plastique en fait.
Là, quand tu l'appliques, c'est liquide, ça coule même. Puis après, ben voilà, avec l'évaporation, ça se durcit, ça redevient du plastique comme avant, quoi. Donc là, c'est bien bouché, même là aussi. Mais là, il faut que je fasse un beau renfort tout le tour et puis que je remette une couche propre. Enfin voilà. Là, pour l'instant, c'est à l'état de bricolage encore. Voilà. Et ce disque-là, il est bien beaucoup plus fin que le mien, environ 5 mm de moins. Et il est beaucoup moins épais, il est beaucoup plus fin, beaucoup plus fragile. Mais bon, c'est le problème de ces disques. Mais bon, ils sont légers. Hein. Ah oui, à savoir que l'appareil tout complet, ça pèse 1,250 kg. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Sauf qu'il était très mal équilibré avec le boîtier par-dessus et en avant. Alors que le boîtier sous le coude, ça va impeccable. Et puis la particularité aussi, c'est qu'il faut absolument utiliser un casque stéréo et avec réglage du volume sur chaque oreille pour pouvoir baisser les ferreux, parce que les ferreux, ça sonne sans arrêt et ça prend la tête. Donc c'est pour ça qu'ils préconisent de mettre la sensibilité uniquement sur 3 en mode tout métaux, pour éviter que ça sonne en continu, parce qu'autrement il sonne, la moindre petite particule ferreuse est sonnée, ça sonne tout le temps et ça vous défonce les oreilles. À savoir aussi qu'il faut travailler avec un casque en 32 kg, parce que vous aurez un meilleur son. Les petits haut-parleurs, alors moi je les modifie, je suis en train d'en fabriquer un autre là. Parce que ces casques-là, généralement, c'est du bas de gamme, ils n'ont pas de confort, et en plus aujourd'hui, ils sont difficiles à trouver. Donc j'ai réussi à en commander un que j'ai mis des heures à trouver sur internet, parce que personne l'avait, tout le monde disait qu'il l'avait, mais chaque fois ils m'envoyaient autre chose. Un modèle plus performant d'ailleurs, mais j'en voulais pas parce que c'était pas du mono stéréo avec réglage du volume. Donc j'en ai récupéré un qui est beaucoup plus confortable avec des haut-parleurs plus performants, et je suis en train de leur modifier pour leur passer en mono stéréo avec un inverseur, plus les réglages des volumes sur chaque oreille. Voilà, comme ça j'aurai un casque confortable. Et puis si vous voulez avoir un son ultra bon, vous prenez un vieux casque XP, les premiers, les bleus, ceux qui se cassaient en deux, qui sont un petit casque qui font le tour de tête là par derrière, mais qui sont tout petits haut-parleurs. Hein, le plus basique, il porte une référence, je sais plus, c'est celui à 13 €, quelque chose comme ça. Et ben, les haut-parleurs qui se trouvent à l'intérieur sont d'une très bonne sensibilité. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je les remontais dans un casque fermé avec réglage du volume et tout. Et je reprenais ces haut-parleurs-là, et c'est un son qui était génialissime pour tous les appareils d'ailleurs. Ça marchait très bien sur les Sovereign, sur beaucoup d'appareils. Un son vraiment trop fort d'ailleurs. C'est pour ça que je vous conseille le réglage indépendant sur chaque oreille, surtout pour cet appareil-là, parce que c'est obligatoire là. Là, vous n'avez pas le choix. Mais cette technique d'utiliser un son pour les ferreux dans une oreille d'une certaine tonalité et un son aigu dans l'autre oreille pour les non ferreux, c'est génialissime. Parce que vous avez une analyse parfaite des cibles. Voilà. Et en plus, vous pouvez régler le volume sur chaque oreille. Donc c'est parfait. Vous l'adaptez vraiment à votre convenance. Et généralement, comme je vous dis, en baissant la sensibilité sur les ferreux et en baissant le volume sur l'oreille du ferreux, que moi je mets à droite. Donc généralement, en sourdine, j'ai le seuil sonore, tout doux, tout doux. Puis après, j'entends tous les ferreux qui sonnent. Alors, on est en mode statique quasiment sur les ferreux, ou presque. Et puis par contre, on est en dynamique sur le mode discret. Donc avec un son... C'est un appareil qui est très rapide en plus. Ça peut paraître bizarre pour l'année de construction, hein, mais il est très rapide, il réagit très vite. Voilà ce que je peux en dire. Bon, après, je vous ferai des démos, et puis je vous ferai des démos en l'air pour voir un peu les distances, et puis on ira faire des sorties, hein, bien sûr. Et je vous filmerai ça. Bon, j'en ferai pas des milliers de vidéos de sorties, mais je vous ferai quelques sorties en forêt, parce que c'est un appareil qui adore certains terrains. Il vaut mieux éviter les terrains très pollués, très minéralisés. C'est pas vraiment son truc. Il a des disques trop gros, il est trop puissant. Bon, si on rabaisse la puissance, ça marche, bien sûr. Hein. Mais en plus, j'ai des disques trop gros. Et comme il est déjà puissant, même en mettant la puissance au mini, il a une mauvaise sélectivité, on va dire. Voilà. Malgré qu'il ait des disques concentriques. Attention. Parce que ça, c'est pareil. Disques concentriques aujourd'hui, presque plus personne n'en fait.
C'est un tort. Je vous dis franchement, c'est un tort. Et si vous regardez mes vidéos sur tout savoir sur les détecteurs, eh bien, vous verrez que je vous explique pourquoi les disques concentriques ont un avantage. C'est que, principalement, ils sont plus sélectifs et ils rejettent moins le sol. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous ai présenté mes deux bébés. Maintenant, je les mets au point. Il y aura de démo après, et puis sortie. A plus les amis.